Alors, il y a peut-être les enfants maintenant qui aimeraient avoir leur petite question. Alors, la question du jour, elle porte sur la Lune. Ça m'intéresse au plus haut point. Pourquoi la Lune est-elle plus petite que la Terre? Alors, cette question-là, on peut y répondre donc facilement. Dès le moment qu'un astre tourne autour d'un autre astre, c'est que cet astre est plus petit. Donc, les astres légers vont tourner autour des astres plus lourds. Donc la Lune, elle a une masse plus petite que la Terre, c'est normal que la Lune elle tourne autour de la Terre. Du coup, la Terre, on l'appelle une planète, et la Lune, on va l'appeler un satellite. Alors on va préciser aujourd'hui quand même, un satellite naturel, puisque la Terre, elle est entourée de satellites artificiels. Hein. Voilà. Donc, planète, satellite. Si on dit satellite, c'est qu'il tourne autour d'une planète. C'est qu'il est plus petit. Et qui est plus petit. D'accord. Alors, on adore regarder la Lune la nuit. Alors, pourquoi brille-t-elle, cette Lune? Alors, on peut voir aussi la Lune le jour. Oui, mais on la voit moins. On la voit beaucoup plus la nuit, quand même. Ok, alors, pourquoi brille-t-elle? Tout simplement parce qu'elle reçoit la lumière du Soleil. Sans le Soleil, la Lune serait, ça serait un gros rocher. Voilà. Mais comme le Soleil brille et que la lumière arrive sur la Lune, elle ne fait que réfléchir. Voilà. Qui dit réfléchir dit une particularité très intéressante sur la Lune, c'est que la surface lunaire, elle est constituée aussi de petits cristaux de miroirs, pour employer un mot basique. Hein. Donc il y a des petits miroirs dans les roches lunaires qui fait que la lumière envoie beaucoup plus de lumière que d'autres satellites qui n'ont pas ces petits miroirs. Ces petits cristaux, voilà, tout à fait. Ouais. Donc, on a un beau luminaire, donc nocturne. Donc, le Soleil pour le luminaire du jour, la Lune pour le luminaire de la nuit. Ça nous fait un chouette abat-jour. Oui, quand même. D'ailleurs, la pleine lune. Le plus beau des abat-jours. On peut se promener en forêt la pleine lune. Hein. Alors que ça, la pleine lune... Elle éclaire le chemin, oui, c'est vrai. Voilà. D'accord. Alors maintenant, pourquoi quelquefois on voit la Lune entièrement et quelquefois on la voit en croissant? Alors pour cela, on va donner quelques explications rapides de vive voix, mais après, on regardera une maquette. Il faut bien se positionner que nous avons un système à 3 composantes. Le Soleil, la Lune et la Terre. On ne parle pas du système solaire, on en parlera plus tard. Pour l'instant, si on reste dans le système Soleil, Lune, Terre, eh bien, tout à l'heure, on l'a vu, la Lune tourne autour de la Terre, et la Terre autour du Soleil. Alors, on laisse tomber le mouvement de la Terre autour du Soleil. On verra dans le système solaire. Alors, concentrons-nous sur le mouvement de la Lune autour de la Terre. Et il va se passer des phénomènes donc d'ombre et de lumière. Mais pour ça, on va se pencher sur une maquette. La meilleure des explications, c'est de se pencher sur cette maquette. Oui. Alors, nous avons 3 astres. Le Soleil, notre lampe de poche, la Lune et la Terre. Et la Terre. Nous savons que la Lune, elle tourne autour de la Terre. Donc je l'arrête ici, pourquoi? Parce que lorsque la Lune fait un tour, elle met 1 mois. Pour simplifier. Dans cette position-là, la Lune, elle est entre le Soleil et la Terre. Le Soleil, qui est la source de lumière, ne peut éclairer que la moitié des boules, ou la moitié des sphères. Donc, nous, on est sur Terre. On n'est pas sur la Lune. C'est logique. Quand je regarde donc en direction de la Lune, je ne la vois pas, puisque j'ai la demi-face qui n'est pas éclairée. C'est ce qu'on voit nous, dans notre calendrier, la nouvelle Lune. Ce fameux disque qui est noir sur le calendrier. C'est la Lune qu'on ne voit pas, qui est toute noire. Par contre, de l'autre côté, bien sûr, c'est éclairé. Mais vu que nous, on est des observateurs terrestres, de l'autre côté, je vais faire un jeu de mots, ça nous regarde pas. Donc ici, c'est ce qu'on appelle la nouvelle Lune. Pourquoi nouvelle Lune? Celle qu'on ne voit pas, c'est nouvelle Lune pour dire nouveau mois. Puisque dans le calendrier lunisolaire, la nouvelle Lune marquait le premier jour du mois. Alors bien sûr que les prêtres, à l'époque les astrologues, attendaient que la Lune se déplace un tout petit peu pour en voir
une toute petite partie éclairée, et là, il sonnait de la trompette pour dire, pour tout le monde, c'est le premier jour du mois. Donc ça, c'est la lune qu'on ne voit pas, parce qu'elle est entre le soleil et la terre. Et le soleil ne peut pas éclairer ici et là, que la moitié. Une semaine plus tard, la lune va se trouver où? Elle va se trouver ici. Donc on va rapprocher un peu des lampes. Cette fois-ci, voilà, cette fois-ci, le soleil ne peut toujours qu'éclairer que la moitié, l'autre dans l'obscurité, mais comme nous on est toujours observateurs de la Terre, lorsque je regarde la lune, qu'est-ce qui se passe? La moitié est éclairée, l'autre moitié n'est pas éclairée. Et celle qui n'est pas éclairée se confond avec le noir de la nuit, le noir de l'espace, et on ne voit que la moitié de la lune. Alors qu'elle est toujours là, elle est toujours pleine. Je serai sur le soleil, je la verrai pleine. Mais comme je suis sur la Terre, j'en vois que là, moi, la moitié. L'idée, c'est que le soleil ne peut pas éclairer toute la boule, aussi bien la lune que la Terre. Une semaine plus tard, donc ça nous fera 15 jours après. Alors cette fois-ci, c'est la Terre qui est au milieu entre le soleil et la lune. La lune, elle est toujours éclairée par la moitié. Je suis sur Terre, je regarde la lune, et là je vois la lune dans tout son éclairage. Et là c'est la pleine lune. Alors c'est celle qui est sur le calendrier, qui est le disque clair, avec voire même 2 yeux, un petit nez, une petite bouche. C'est la pleine lune. Et bien sûr, qui indique la moitié du mois, puisqu'on a fait la moitié du parcours. C'est bon pour la pleine lune? C'est bon pour la pleine lune. Elle va se distinguer dans le noir de la nuit, voilà, comme étant la pleine lune. Donc, la lumière de la lune va venir sur la Terre. Ça nous éclaire, donc, nos promenades forestières. Une semaine plus tard, ça nous fait 3 semaines après, la lune se met ici. Nous sommes toujours sur la Terre. Regardez toujours que la lune, elle a toujours la moitié éclairée et pas l'autre. Cette fois-ci, je regarde en direction de la lune. Cette fois-ci, c'est le côté gauche qui est éclairé et pas le côté droit. Alors que tout à l'heure, c'était le côté droit qui était éclairé, parce que je regarde comme ceci, et le côté gauche dans le noir. Maintenant, c'est symétrie inverse. Voilà, on voit très bien comme ça. À gauche, c'est éclairé, à droite, c'est dans le noir. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit le dernier quartier. Partie éclairée, donc de gauche. Nous sommes la 3e semaine. Et enfin, au bout d'un mois, eh bien sûr, on retrouve le cycle lunaire, on retrouve la position un mois auparavant, où la Lune se retrouve entre le Soleil et la Terre. Et là, la Lune, bien sûr, elle va disparaître, puisque c'est la partie noire qui est tournée vers la Terre. Et nous, quand on regarde, c'est la partie qui n'est pas éclairée. Et là, ça va être noir sur noir. Je ne vais pas continuer la chanson. Hein, noir sur noir, il n'y a pas d'espoir de regarder la Lune. Alors, maintenant, l'avantage d'avoir ce calendrier-là, lunaire, eh bien, si on le combine avec le calendrier solaire, ça nous fait donc un calendrier lunisolaire. Alors, petite parenthèse que je vais fermer assez vite. Si, cher public, vous faites une collection de 19 calendriers qui se suivent les années les unes après les autres, vous n'avez plus besoin de regarder quand va avoir lieu la nouvelle lune, le premier quartier, la pleine lune, le dernier quartier. Pourquoi? Parce que si vous avez cette collection de 19 années qui se suivent, c'est le cycle qu'on appelle de Méton, et tous les 19 ans, on revoit la même phase à un jour près sur le calendrier. Donc ça veut dire que tous les 19 ans, eh bien, grâce au Soleil et à la Lune, eh bien, on a une horloge cosmique où les pendules se remettent à l'heure, tous les 19 ans. Parce que sinon, dans ce cycle de 19 ans, il faut ajouter un 13e mois intercalaire, 7 fois dans les 19 ans. Voilà, je peux en dire beaucoup là-dessus, mais c'est un autre sujet sur les calendriers, et il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, sur les calendriers. Voilà, je crois qu'il y a encore quelques questions. Voilà, il y a une dernière question, mais je vais d'abord éteindre la Lune. Voilà. Alors, maintenant, on va parler des marées. Alors, on a l'exemple en France du Mont-Saint-Michel, où la marée est comparée à un cheval au galop, tellement l'eau est très rapide, remonte très rapidement. Alors, comment se fait-il que la Lune
a une influence sur les océans? Alors, tout simplement, la Lune a non seulement une influence sur les océans, sur la partie liquide, mais aussi sur la partie gazeuse, voire solide. Les marées océaniques ou en Méditerranée, c'est de l'eau, c'est du liquide, c'est plus facile à observer que les marées solides. Par exemple, vu que la Lune attire la Terre et que la Terre attire la Lune, on laisse tomber le côté Terre qui attire la Lune qui attire la Terre. Si la Lune attire la Terre, c'est obligé qu'elle attire aussi les liquides. Donc les liquides se déforment plus facilement que les solides. Donc du coup, il va y avoir un bourrelet en direction de la Lune, et au fur et à mesure que la Lune se déplace, le bourrelet se déplace avec un léger freinage, parce que la Terre tourne en même temps. Hein. Mais de manière globale, le bourrelet, donc l'eau qui va partir en direction, on va dire, de la Lune, fait que les marées sont basses, puisqu'il y a une concentration d'eau à un certain point. La Lune tournant, le bourrelet tourne avec. Donc ça, c'est pour l'explication des marées liquides. Il y a aussi les marées atmosphériques, c'est des gaz. Hein. Voilà pour les marées, c'est simplement dû à l'attraction qu'on appelle universelle. C'est l'explication la plus simple. Eh ben, alors, très bien, elle sera comprise par tout le monde. Par contre, pourquoi il y a des endroits où il y a plus de marées que d'autres? Oui. Alors, les océans, ce sont des grands bassins. Donc, les résonances sont plus importantes que la Méditerranée, qui est, on va dire, comparée, c'est un lac, en comparaison de l'océan. Donc, dans un lac, il y a moins de résonance que dans un grand lac. Donc, le grand lac pour les océans, le petit lac pour la Méditerranée. Donc, les résonances sont moindres. Donc, les marées en Méditerranée sont petites. Alors qu'à l'océan, les marées sont grandes. Encore une fois de plus, non plus un phénomène de lune, parce que la lune est toujours là. C'est un phénomène de topologie côtière. Est-ce que je suis dans une mer ouverte, une mer fermée? Bon, voilà. Donc, du coup, et parlons pas du mascaret, qui est encore un phénomène qui va très très vite à l'intérieur des continents, qui est dû encore à la gravitation, à l'attraction de la Lune. Il y a beaucoup à dire sur la gravitation aussi, hein, puisque les poissons aussi suivent le cycle des marées. Voilà, donc c'est tout ce qu'on pouvait dire sur la Lune et c'est déjà bien. Je pense que même les adultes auront apprécié toutes ces explications. Donc notre 4e émission est terminée, mais avant toute chose, je crois que vous avez un petit résumé à faire avec le petit tableau qu'il y a derrière moi. Oui, je vais vous laisser. Puisque vous m'aurez posé 11 questions, voilà. Eh bien on va les résumer avec ce tableau. Donc, alors ici nous avons un résumé des 11 questions que Esther nous a posées. L'univers a-t-il une histoire? Oui. Du coup, même une préhistoire. C'est-à-dire qu'on commence à avoir donc des questions sur cette zone-là qu'on va expliquer là. Alors tout d'abord, nous sommes où dans le temps? Nous sommes ici. C'est-à-dire que nous sommes, à partir du Big Bang, qui est là jusqu'à ici, nous sommes à ces fameux 13,8 milliards d'années. Nous sommes à cette position-là. Nous regardons dans le temps, nous pouvons remonter jusqu'où? Non pas jusqu'à T0, puisque T0, ça concerne le début du temps de Planck. Ça concerne plutôt ici la fin du temps de Planck. On va l'appeler tout simplement le temps de Planck. On peut remonter donc jusqu'à 13,8 milliards d'années en arrière. Mais cette zone qui est là, qu'on appelle le temps de Planck, on a mis des points d'interrogation. Pourquoi? Parce qu'en physique, on ne peut rien dire. Sur cette zone, sur cet intervalle de temps, on ne peut rien dire. Cette durée-là, elle est très 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 courte, mais on ne peut rien dire du tout. Donc ce qui veut dire qu'il ne faut pas confondre la naissance de l'univers, qui est le Big Bang, avec le T0 du temps de Planck. L'univers n'est pas né avec en physique, n'est pas né avec le T0, il est né pour nous en physique avec la fin du temps de Planck. Alors que la logique veut bien sûr qu'il soit né avant. Mais comme cet avant-là, on ne peut pas le définir en physique, donc on ne dit rien du tout. Alors qui dit Big Bang dit après le temps de Planck, et non pas avant. Voilà pour ce résumé donc, de l'histoire de notre univers. Donc un Big Bang, explosion d'énergie, refroidissement de l'univers, création des atomes, des molécules, des amas de galaxies, donc de la matière, et bien sûr refroidissement de l'univers. Et là, nous sommes ici avec un âge de l'univers de 13,8 milliards d'années. Donc l'univers a bien une histoire. Donc voici donc ici un tableau qui va résumer
notre prochaine vidéo sur le Big Bang fractal, puisqu'on vient de parler ici du Big Bang classique. Alors le Big Bang fractal, comme son nom l'indique, on aura affaire à une expansion de l'univers, non pas en continu, mais en saccade, discontinu. Et je vais vous donner quelques initiations à la compréhension de cette formule-là, où on retrouve l'expansion de l'univers, la constante de structure fine, le D indice F qui est la dimension fractale. Et là, vous voyez un schéma qui dit qu'au départ, l'univers il s'agrandissait avec de grands sauts, et les sauts deviennent de plus en plus petits jusqu'au moment où l'univers bloque son expansion. Il arrête son expansion. D'expansion, l'univers devient statique. Voilà, chers lecteurs, cher public, chers chercheurs, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci. Chers auditeurs, merci. Merci de votre fidélité, de nous avoir suivis pour cette 4e émission. Alors, je vous invite à nous suivre pour la 5e, qui aura pour thème, donc, comme vous l'a dit M. Cosentino, le Big Bang fractal. C'est ça? Oui, je ne me trompe pas. Alors, rendez-vous pour notre 5e émission, très rapidement, je l'espère. Et en attendant, gardez bien la tête dans les étoiles. À bientôt.